Outre les questions politiques et économiques, le cadre permanent de concertation s'est intéressé au phénomène de la vie chère au Togo, un phénomène qui met à mal toutes les couches de la population. Ce jeudi, les politiques réunis au sein du cadre permanent de concertation CPC se sont entretenus avec la ministre en charge du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, Madame Rose Kayimi-Vedor. Dans son exposé, le CPC a essayé d'illustrer l'état d'âme des populations impactées par la vie chère, puis leur souffrance par rapport au panier de la ménagère. En réponse, la ministre du Commerce est revenue sur les leviers sur lesquels le gouvernement joue pour améliorer les conditions de vie des populations. Le CPC, cependant, juge insuffisants et inefficaces les leviers du gouvernement et son impact sur le quotidien des populations togolaises. Comme proposition, le cadre de concertation exhorte le gouvernement à intégrer certains leviers à sa politique contre la vie chère pour plus d'impact. Il s'agit de revoir les prix des loyers, le prix du carburant, les prix et les taux des fiscalités douanières, puis le contrôle régulier des prix des produits de première nécessité sur les marchés du territoire. Le CPC espère du gouvernement la même promptitude qu'il a su témoigner lors de la révision du code électoral pour les sénatoriales suite à ces propositions. Depuis plusieurs années, l'éducation togolaise souffre de l'insuffisance de ses infrastructures et de ses équipements. Des bâtiments souvent vétustes et délabrés et des salles de classe bondées d'apprenants. L'urgence d'investir dans l'éducation amène l'État togolais à lancer depuis 2021 un projet de construction et d'équipement de 30 000 classes sur l'étendue du territoire. Ce programme, qui découle de la feuille de route quinquennale 2020-2025, va significativement renforcer le système scolaire en augmentant les capacités d'accueil. Malheureusement, ce chiffre de 30 000 est réduit de moitié à en croire les autorités. En effet, selon les décideurs, le chiffre initial de 30 000 est revu à 14 632 en tenant compte des dispositions et prévisions de la carte scolaire. Ainsi, cette réduction vise à mieux refléter les besoins réels du système éducatif togolais. Cette démarche tient également compte des fusions d'établissements et de certaines fermetures. Rappelons que sur l'ensemble du territoire, plus de 3 millions d'élèves du préscolaire au secondaire ont franchi les portes des salles de classe le lundi dernier dans le compte de l'année scolaire 2024-2025 et il est clair que l'urgence d'investir dans l'éducation n'est plus à débattre. Le Togo a marqué le début de l'année scolaire 2024-2025 le 16 septembre dernier avec une rentrée placée sous le signe de la modernisation et de l'efficacité. Lors du Conseil des ministres, tenu ce mercredi, les ministres des enseignements primaires, secondaires et techniques ont souligné les mesures mises en place pour garantir une rentrée sereine sur tout le territoire. Pour cette nouvelle année, le gouvernement prévoit le recrutement de 4 000 enseignants, l'accroissement des capacités d'accueil des établissements, ainsi que la distribution de manuels scolaires. De plus, la formation en alternance sera étendue pour mieux préparer les élèves au monde professionnel. Sur le plan social, le programme de cantine scolaire sera maintenu et progressivement élargi, assurant ainsi une couverture sanitaire continue pour les élèves. Ce programme, qui, au cours des années scolaires couvrant sa période d'exécution dans les 5 régions du Togo entre 2008 et 2013, a touché au total 60 934 élèves de 206 écoles. Ces initiatives visent à offrir une éducation de qualité et à répondre aux besoins croissants d'une population estudiantine en expansion. Le chef de l'État, Paul Gnassingbé, a exhorté les ministres à renforcer la collaboration intersectorielle pour atteindre ces objectifs ambitieux. Cette année scolaire s'annonce donc comme un tournant crucial pour l'éducation au Togo, avec des efforts significatifs pour améliorer les conditions d'apprentissage et soutenir les élèves dans leur parcours éducatif. Le président du Kenya est arrivé en Haïti samedi.
sur une base kenyane de l'aéroport où il a rencontré des autorités haïtiennes et canadiennes, mais aussi les forces kenyanes venues apporter leur soutien dans la lutte contre les gangs. William Ruto a indiqué que la sécurité du pays s'était considérablement améliorée grâce à ses troupes. Pour nous, il s'agit d'aider la police et les forces de sécurité haïtiennes à sécuriser Haïti, dans l'intérêt des enfants de ce pays et dans l'intérêt de l'humanité. La raison pour laquelle je suis passé à Port-au-Prince est que je peux savoir clairement comment mobiliser le soutien à la mission en Haïti lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Cependant, les Nations unies estiment quant à elles que la violence s'aggrave en Haïti à mesure que les gangs étendent leur contrôle sur le pays. Le 22 septembre est la journée mondiale du rhinocéros, journée de sensibilisation pour la sauvegarde de toutes les espèces de ce mammifère. Le monde ne compte plus que 2 rhinocéros blancs du Nord, 2 femelles en danger critique d'extinction et incapables de mener à terme une grossesse. Avec l'aide d'une mère porteuse et d'embryons produits en laboratoire, des scientifiques sont sur le point de produire la première progéniture de l'espèce. Nous pouvons prouver que la société humaine ne peut pas seulement détruire la biodiversité. Nous pouvons en fait la réparer et la faire revenir. C'est un message très important. Dans ce laboratoire de Berlin, des embryons de rhinocéros blancs du Nord sont prêts. Ils ont été créés à partir de spermatozoïdes congelés parfois depuis des décennies et d'ovules de l'une des femelles encore en vie. Nous sommes ici aujourd'hui avec les 33 embryons. Nous avons beaucoup d'embryons disponibles et nous estimons que nous pouvons produire entre 10 et 15 bébés. Cela signifie que 15 de ces bébés auront bien sûr de nouveaux ovules. Le programme pourrait alors se poursuivre indéfiniment. Notre objectif, et ce n'est peut-être pas quelque chose pour lequel je serai toujours là personnellement, c'est que dans 20 à 25 ans, les premiers animaux puissent à nouveau être relâchés en Afrique centrale. L'Afrique centrale, habitat naturel du rhinocéros blanc du Nord, est ravagée par les conflits humains et les 20 000 rhinocéros blancs du Sud restants ont échappé à l'extinction. Les forces israéliennes ont fait irruption tôt le dimanche dans les locaux du réseau d'information par satellite Al Jazeera en Cisjordanie, occupé par Israël. Ces militaires ont ordonné la fermeture du bureau dans le cadre d'une campagne de plus en plus vaste menée par Israël contre la chaîne financée par le Qatar. Cette situation était vraiment triste. Nous refusons toutes les excuses des autorités israéliennes, y compris celles de ce bureau. Nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise ou satisfaits lorsque vous trouvez 20 ou 15 soldats avec leurs armes à l'intérieur de vos bureaux ici à 3 heures du matin, après minuit, et qu'ils viennent avec l'ordre de fermer vos bureaux ici. C'est ce qui s'est passé. At 3 o'clock after midnight, and they coming with order that they closing your office here, and this is a situation. Al Jazeera a couvert en continu la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre au milieu des offensives israéliennes. Avant ses bureaux dans l'enclave palestinienne, Israël avait déjà fermé Manu Militari, la chaîne Al Jazeera du côté de Jérusalem-Est, depuis le mois de juillet, saisissant du matériel et empêchant ses diffusions en Israël. Au Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayaka a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 21 septembre dernier, selon une annonce de la commission électorale du pays. Le candidat de gauche de 55 ans est crédité de 42,3% des voix devant le chef de l'opposition du Parlement, Sajid Premadasa, 32,7% et le président sortant Ranil Wickremesinghe, 17,2%. Sans toutefois atteindre les 50% de voix requis pour la victoire, Dissanayaka est assuré de sa victoire à la suite des décomptes de dimanche.
Même si la réaction officielle du président sortant se faisait encore attendre dans la journée, les hommes du pouvoir, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères Ali Sabri, avaient déjà reconnu la victoire de Dissanayaka sur le réseau social X, tout comme l'entourage de Premadasa qui avait lui aussi rapidement concédé sa défaite. Anura Dissanayaka a battu campagne sur fond de promesses d'allègement de la vie quotidienne des Sri Lankais qui étaient appelés aux urnes samedi pour un scrutin pas comme les autres puisqu'il avait lieu après une grave crise économique et un soulèvement populaire. En prélude à la très prochaine Assemblée générale des Nations unies, la sécurité a été renforcée au niveau du siège de l'institution à Manhattan, aux États-Unis. Cette année, l'Assemblée se déroule en pleine élection présidentielle américaine, au contexte déjà bien particulier. Alors, un dispositif impressionnant. Il arrive que nous contrôlions pendant la période de haut niveau jusqu'à 22 000 délégués et entités extérieures aux Nations Unies par jour, soit 22 000 personnes. C'est un chiffre élevé. Ensuite, nos caméras sur lesquelles nous reviendrons plus en détail. Nous avons plus de 1400 caméras que nous surveillons quotidiennement. L'Assemblée réunira dès la semaine prochaine 140 dirigeants du monde pour la première fois depuis l'attaque du 7 octobre en Israël, déclenchant la guerre actuelle entre ce pays et le Hamas. Cet événement a suscité le soutien et la critique des deux parties, avec des manifestations publiques aux États-Unis et dans d'autres pays. En réunissant plus de 10 représentants de différentes agences, nous garantissons une approche unifiée et stratégique qui nous permet de faire face à toute éventualité. En attendant la réunion, les ordinateurs tournent à plein régime. Aucun détail n'est laissé au hasard dans ce vaste complexe.